Alors, bonjour à tous, je voudrais remercier Cynthia Fleury pour son invitation à donner ce cours, enfin cette brève explication dans le cadre du MOOC des humanités médicales. Et il m'a été demandé de vous parler de la question de la liberté en psychiatrie. Alors je me présente, je suis professeur de psychiatrie à l'université Paris-Descartes et je dirige le pôle universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne au sein du GHU Psychiatrie et Neurosciences. Et évidemment, quand on parle de psychiatrie, on parle souvent de liberté, à vrai dire, dans l'ensemble. C'est soit pour reprocher aux psychiatres d'avoir entravé les libertés, soit pour reprocher aux psychiatres de ne pas avoir décidé de mesures qui auraient permis de protéger telle ou telle personne au-delà de la question du devenir d'un patient. Donc en fait la psychiatrie elle est toujours soit trop libérale, soit liberticide, et donc cette question de la liberté, je crois qu'il faut vraiment l'interroger en psychiatrie. Alors de quoi on parle pour ce qui est de la liberté en psychiatrie? La première chose qui vient en tête, c'est qu'en psychiatrie, à la différence de toutes les autres disciplines médicales, on peut prendre une décision sans le consentement du patient et même à l'encontre de l'avis du patient. Ça veut dire que le psychiatre peut prendre une décision qui est par exemple une décision d'hospitalisation, qui est par exemple une décision de traitement, quand le patient lui-même ne consent pas à cette hospitalisation ou à ce traitement. Évidemment, c'est très encadré par la loi, et c'est encadré par la loi de sorte que de multiples verrous de sécurité garantissent que nous ne sommes pas dans une situation de privation de liberté qui est arbitraire. Alors il y a deux grandes modalités d'hospitalisation sous contrainte. L'hospitalisation dite à la demande du tiers et l'hospitalisation dite à la demande du représentant de l'État. Dans les deux cas, il faut qu'il y ait la nécessité de soins et l'absence de capacité à consentir à ces soins. Alors ça va être toute la question, qu'est-ce que ça veut dire, la capacité à consentir à ces soins. Et pour ce qui est de l'hospitalisation à la demande du représentant de l'État, autrefois on appelait ça une hospitalisation d'office, le représentant de l'État étant in fine dans la plupart des cas le préfet, eh bien il faut qu'il y ait une dangerosité à l'égard d'autrui. Alors, ça c'est les grandes modalités, mais comment la décision se prend? Elle se prend sur la base d'un grand nombre de certificats médicaux. Selon le type d'hospitalisation sous contrainte, il y aura un ou deux certificats médicaux initiaux qui vont être des certificats qui ne sont pas là pour donner un diagnostic, mais pour décrire l'état clinique du patient et décrire de quelle façon cet état clinique entrave ses capacités à consentir aux soins et nécessite des soins. Et donc les enjeux de ces certificats initiaux, c'est de pouvoir lancer cette procédure d'hospitalisation qui va être assortie de l'intervention d'un tiers, soit un tiers, c'est l'hospitalisation ou les soins à la demande d'un tiers, qui est généralement quelqu'un de la famille qui va formuler une demande d'hospitalisation, soit comme tiers, le représentant de l'État dans cette mesure dite de soins à la demande du représentant de l'État. Il ne suffit pas de ces deux certificats initiaux, dans certains cas d'urgence, un seul certificat initial et la demande d'un tiers, il faut encore maintenir cette hospitalisation sous contrainte et pour ça il va falloir un grand nombre de certificats après 24 heures, dans les 72 heures, puis un certificat conjoint en gros dans la première semaine. Et l'ensemble de cette procédure va être examiné par le juge des libertés qui va se prononcer sur la conformité de cette mesure de privation de liberté au vu de l'ensemble des certificats et de l'audition de la personne considérée privée de sa liberté, sauf si son état clinique est incompatible avec le fait qu'elle soit reçue par le juge des libertés. Donc c'est une modalité très contrainte de contraintes qui passe par de nombreux certificats avec des règles précises. Il ne faut pas être apparenté avec les personnes qui font l'objet de cette mesure de privation de liberté, avec le fait que ces certificats n'émanent pas de la même personne mais de plusieurs médecins différents, dans certains cas même avec la nécessité que ce certificat émane de quelqu'un qui est extérieur à l'équipe de soins, et puis l'examen par un juge des libertés à un moment donné. Donc une procédure qui est très contrainte sur la contrainte, mais qui aboutit bien, de fait, à la privation de liberté de la personne.
Alors pourquoi cette privation de liberté de la personne? Eh bien parce que les pathologies psychiatriques sont susceptibles de perturber la capacité à consentir d'une personne. Dans certains cas, elles peuvent conduire même, c'est un autre cadre législatif, à ce que l'on considère que la personne n'est plus responsable de ses actes, ou plus exactement, n'était pas responsable de ses actes au moment où elle a commis tel acte, y compris éventuellement un crime, puisque de cette même façon, pour les mêmes raisons, liées à l'état psychiatrique, nous pouvons, dans le cadre d'une expertise, considérer, et ça fera l'objet évidemment d'un jugement, que telle personne n'était pas responsable de ses actes au moment où elle les a commis, ce qui aboutit au constat de son irresponsabilité pénale, et donc le fait qu'elle ne puisse pas, pour les faits commis, être condamnée. Donc, hospitalisation sous contrainte ou irresponsabilité pénale, même constat que la pathologie psychiatrique peut entraver non seulement la capacité à consentir, mais même la responsabilité dans la commission d'un acte et donc l'autonomie de la personne. Et ça, c'est la réalité de la psychiatrie, avec un certain nombre de situations au quotidien, de cette altération de la capacité de la personne à consentir ou de sa responsabilité dans la commission d'actes, donc de son autonomie, donc une privation de la liberté. Alors quelle est l'origine de cette privation de la liberté? Eh bien il faut préciser que ça n'est pas le psychiatre, ça n'est pas le juge quand il porte un jugement, c'est la maladie elle-même. Et ça c'est très important de le mesurer, c'est la maladie elle-même qui est à l'origine d'une privation de liberté. On peut dire d'ailleurs que toute maladie est une forme de privation de liberté. Si vous souffrez d'un diabète, vous n'avez pas fait le choix de souffrir d'un diabète et vous nécessitez des traitements sans lesquels vous pouvez faire l'objet de complications graves, éventuellement même d'en mourir. Ce n'est pas vous qui avez choisi, vous souffrez d'un diabète. Eh bien, dans le cas des troubles psychiatriques, vous n'avez pas choisi d'être malade et pour autant vous souffrez de cette maladie qui vient entraver votre capacité à prendre des décisions. Ça, c'est très particulier à la psychiatrie que d'aller non pas seulement sur le fait, jusqu'au fait que vous ne contrôlez pas votre glycémie, l'exemple du diabète, c'est pas vous qui pouvez exercer par le seul effet de la pensée un effet sur cette glycémie, mais sur le fait que c'est toutes vos décisions qui peuvent être entravées par la maladie. Et ça, Henriet le résumait de cette façon, en considérant que les pathologies psychiatriques sont des pathologies de la liberté. Ce qu'elles entravent, c'est la liberté, et ce sont ces pathologies qui entravent la liberté, et non la psychiatrie qui prend la décision d'entraver la liberté des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Je crois que c'est très important de le penser avec Henriet sous la forme d'une privation de liberté. Alors ça nous amène à un conflit, un quiproquo, une sorte de dialogue de sourds que nous avons pu avoir avec les surréalistes, qui, dans une revendication de liberté radicale, qui va jusqu'à la liberté dans l'écriture, l'écriture automatique, donc les cadavres exquis par exemple, vont voir dans cette liberté la possibilité de s'affranchir de codes, de cadres, et être davantage créatifs. Et évidemment, ils vont reprocher aux psychiatres d'être liberticides. Et c'est en, je pense, se trompant sur la source de cette privation de liberté, puisque c'est en l'attribuant aux psychiatres, en ne voyant pas quel est le fait de la maladie et non du psychiatre lui-même. Je crois que c'est très important de faire cette démarche critique qui consiste à ne pas suivre la critique surréaliste, à ne pas voir que c'est la maladie qui prive de liberté et non la société qui vient priver la personne de liberté, en allant même jusqu'à être capable de se dire que c'est parce que la psychiatrie peut priver de liberté qu'elle peut restaurer la liberté. Puisque quand le psychiatre, dans des modalités très précises, très encadrées de la loi, vient priver une personne de liberté et vient rendre nécessaire la prise d'un traitement, ce qu'il fait, c'est agir sur la maladie qui était à l'origine de la privation de liberté. De sorte que la privation de liberté exercée par le psychiatre est la possibilité, et même souvent la condition sine qua non, de la restauration de la liberté de l'individu dans sa capacité à ne plus être entravé par cette pathologie qui le privait de sa liberté. Et je crois que c'est très important de pouvoir raisonner autour de cette
particularité de la psychiatrie. Dernier point, j'ai évoqué la question du conflit avec les surréalistes. On aurait pu le faire autour du poncif, de la folie romantique, on aurait pu le faire autour de la mélancolie chez les Grecs anciens. Je crois que c'est très important de comprendre le lieu de la privation de la liberté, la source de la privation de liberté, de même aller jusqu'à considérer que le psychiatre lui-même, c'est celui qui est le plus privé de liberté, puisque le psychiatre est obligé de porter assistance à la personne qui souffre de cette privation de liberté, et notamment c'est l'organisation de la psychiatrie de secteur qui fait que les psychiatres sont obligés de soigner les patients qui se trouvent sur un territoire donné. C'est ce qu'on appelle la psychiatrie de secteur, et qui fait que nous sommes responsables de l'ensemble des citoyens souffrant potentiellement d'un trouble psychique sur un territoire donné. Mais au-delà de cette organisation sanitaire, l'organisation de la psychiatrie, qui permet d'éviter que des patients soient refoulés, exclus hors d'un parcours de soins, je crois qu'il y a vraiment la question de fond du lieu de privation de liberté et de ce que l'on voudrait mettre derrière. Qu'est-ce qu'on voudrait mettre derrière? Je crois que c'est la question de la créativité. Je crois que l'idée est qu'il y aurait dans la maladie mentale, dans les troubles psychiques, quelque chose qui est vecteur de créativité. Et je crois que ça, c'est un très large contresens. Je vous invite à y réfléchir. J'ai moi-même écrit un livre sur ce thème qui reprend une phrase de Diderot qui disait « Les grands artistes ont un petit coup de hache dans la tête ». Le titre du livre, c'est « Un coup de hache dans la tête », avec cette idée donc qu'il y aurait vraiment un lien entre la pathologie et la créativité, alors que si on s'y penche réellement sur la question, au travers de la trajectoire des patients, au travers aussi de ce que les sciences montrent, eh bien, ça n'est pas un lien de superposition. On ne peut pas dire folie égale créativité, on ne peut pas dire que la créativité procède toujours de la folie, on peut juste dire qu'il y a un air de famille et de fait scientifiquement un lien de parenté. Ce qui est très différent, c'est un pas de côté qui est très différent. Et je crois que dans ce procès d'intention qui est fait à la psychiatrie, c'est de la privation de la liberté, il y a non seulement la confusion sur la source de cette privation de la liberté, mais il y a cette représentation naïve en fait, cette intuition que nous partageons tous et qui est largement fausse, celle de la superposition entre folie et créativité, et donc cette idée qu'en privant de liberté, en soignant les troubles psychiques, nous soyons à l'origine d'une extinction de la créativité. De même que j'ai dit tout à l'heure que la privation de liberté est parfois la condition, et même souvent la condition de la restauration de la liberté de la personne, eh bien l'exercice clinique au quotidien du psychiatre, c'est bien le contraire. C'est de constater que tant que nos patients sont en grande souffrance, non, ils ne sont pas créatifs. Quand eux-mêmes sont artistes, ils dénoncent ce qu'ils ont fait dans cette période de grande souffrance et se plaignent de ce que l'on considère que c'est cette souffrance qui fait leur créativité. Lisez L'Intranquille de Garouste, qui explique très clairement qu'il déteste cette idée, ce poncif de la folie romantique. Donc non, la folie n'est pas la condition de la créativité, et bien au contraire, le soin des troubles psychiques est bien souvent le chemin vers la créativité. Je vous remercie pour votre attention.